Chers auditeurs, bonjour. Alors, comme le syntagme de société de moyenne aisance, syntagme moderne, nous renvoie à des racines très anciennes de la pensée chinoise, à des racines confucéennes, se posait à la fin de notre précédent podcast la question de savoir comment s'articule cette tradition et cette modernité dans la doctrine Xi. Et ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est que Xi Jinping réussit ce que ses prédécesseurs, du moins depuis le 19e siècle, ont échoué à réaliser, c'est-à-dire une synthèse de la modernité et des traditions. Donc faisons un peu d'histoire. La gouvernance chinoise contemporaine s'inscrit dans un horizon géographique et une histoire qui sont à peu près étanches aux nôtres jusqu'au XVIIe siècle, date à partir de laquelle les échanges culturels, commerciaux et enfin militaires se sont intensifiés. C'est une histoire longue, riche, complexe, qu'il est utile d'explorer afin de comprendre quand commence la modernité, cette modernité que l'Europe et les États-Unis croient avoir inaugurée. La périodisation de l'histoire redimensionne la force des arguments chinois dans le débat sur les règles de la gouvernance, car un pays qui pourrait, malgré ses échecs récents, se prévaloir d'en avoir dessiné et pensé les contours avant les autres, eh bien ce pays mériterait d'y être intégré comme un contributeur et ne pas en être signalé comme l'adversaire. Cette périodisation a donc à voir avec la légitimité de la Chine, c'est-à-dire avec le poids de ses arguments dans les questions de gouvernance au niveau international. L'enjeu est là, d'un point de vue géopolitique, c'est un enjeu pratique actuel. La modernité n'est pas seulement un concept descriptif pour les historiens, c'est aussi une notion légitimante en politique. Comment une nation pourrait-elle prendre sa place dans la modernité sans montrer qu'elle en a compris et mis en œuvre les déterminations essentielles? Donc, comprendre la modernité, c'est comprendre les priorités du présent. Et en Chine même, la compréhension de cette modernité a fait défaut de façon critique à partir des guerres de l'opium et de la signature des traités inégaux dès 1842 qui ont précipité la Chine dans un déclin de 107 ans, jusqu'en 1949, jusqu'au retour de Mao. Et c'est de ce déclin et de cet effondrement que la Chine se relève progressivement depuis l'établissement de la RPC au 1er octobre 1949, en cherchant la meilleure voie possible de modernisation, Xiandaihua en chinois. Ce réveil s'est fait sur la base d'une analyse de la modernité dont la Chine elle-même a cru que l'Occident avait le sésame et le monopole. Et c'est longtemps formulé dans des termes qui ont compliqué le débat. On ne va pas revenir ici sur l'émergence rapide dès le XIXe siècle d'une opposition des traditionalistes contre les réformateurs. Je pense à Kang Youwei et à son disciple Liang Qichao. On ne reviendra pas sur les analyses qui accompagnent l'essor du mouvement du 4 mai 1919 autour des slogans « Science et démocratie », dont Xi Jinping d'ailleurs revendique l'héritage. Il faudrait peut-être y revenir, nous y reviendrons. Et l'héritage de Chen Dexiu et de Li Daqiao, fondateur du Parti communiste d'ailleurs en 1921. Mais l'évocation de ces noms et de ces dates suffit à montrer qu'une question s'est intensément posée à laquelle les doctrines socialistes, dont la doctrine de Xi Jinping, ont tenté d'apporter une solution originale. Et cette solution, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en chinois Zhongguo Fang'an, c'est-à-dire la solution chinoise. Qu'est-ce que c'est que cette solution chinoise? C'est la réponse à la question de savoir si, pour faire face aux défis du présent, il vaut mieux privilégier le progrès technoscientifique et la démocratie à l'occidentale, ou l'enracinement fidèle dans les ressources de ces traditions nationales, des traditions nationales chinoises. Et on va dire que jusqu'à Xi Jinping, ou au moins jusqu'à Deng Xiaoping, le ou avait une valeur exclusive. Alors qu'à partir de Deng Xiaoping, on peut dire que le ou devient en quelque sorte un et qui marie tradition et modernité. Et c'est cela, la véritable nouveauté en chinois Xin, comme dans Xin Shedai, la nouvelle ère. La nouvelle ère est plutôt un renouvellement qu'une rupture avec le passé. Alors mon hypothèse concernant la doctrine Xi
C'est donc qu'il a fallu que les élites chinoises parviennent à dépasser cette opposition manichéenne du passé et du présent pour parvenir en quelque sorte à comprendre que la modernité et les traditions, chuangtong en chinois, les traditions, ne désignent pas des réalités objectives, exclusives les unes des autres, des essences en quelque sorte qu'il ne s'agirait plus que de saisir et de reproduire, mais ce sont des fictions opératoires, des constructions. Elles sont plastiques et leur validité se mesure surtout à leur efficacité politique, c'est-à-dire à leur pouvoir de dépasser l'opposition, justement, du modernisme et du traditionnalisme. Peut-être faut-il tenir les outils d'analyse marxiste pour responsables de ce malentendu qui a fait croire les Chinois à leur propre arriération. Si, comme Mao le dit en résumé, la Chine est un pays semi-colonial et semi-féodal, alors on ne voit pas comment la Chine pourrait se moderniser elle-même ou répondre aux défis du présent autrement qu'en rompant radicalement avec son histoire ancienne. Da Dao Kong Jia Jian, à bas la boutique de Maître Kong, c'est-à-dire de Confucius, ça c'était le slogan du mouvement du 4 mai 1919. Et on comprend dans cette perspective le sens de la révolution culturelle de 1966 qui va donc plus loin qu'une stratégie de Mao pour déstabiliser le parti afin d'en reprendre le pouvoir. Mais on comprend mieux aussi, à partir de là, l'originalité des positions récentes depuis la réhabilitation audacieuse et toujours en œuvre, mais limitée à ses débuts, de Confucius en 1978 par la politique de Deng Xiaoping, et les innombrables références au légisme d'un Ran Feizi qui avait jadis tant inspiré Qin Shi Huangdi, le fondateur de la première dynastie chinoise, il y a 2200 ans, jusqu'à la revivification de tout le substrat culturel chinois par Xi Jinping aujourd'hui, dans une politique de la Renaissance, Fuxing en chinois. Fuxing, c'est la Renaissance, cette Renaissance qui convoque les plus hautes heures de la tradition impériale chinoise classique, c'est-à-dire les principes politiques et moraux qui furent ceux de la dynastie Song, au tournant du X-XIIe siècle. Je cite Xi Jinping, « Tout en héritant de la culture et des vertus traditionnelles chinoises, nous devons les diffuser et mener une vaste campagne de sensibilisation aux valeurs essentielles socialistes. Elles constituent l'âme du soft power culturel et le point essentiel de la puissance culturelle. » C'est ce qu'écrit Xi Jinping dans un discours du 24 janvier 2014, tome 1 de la gouvernance de la Chine, page 197. Le débat et les expériences de synthèse entre modernité et tradition sont donc actuels, ils ne sont pas clos. Et la grande étude, le Da Xue, le grand classique confucéen, fait justement son retour. C'est un classique écrit par Zhengzi, fixé avec son commentaire sous la dynastie Song par Zhu Xi, comme premier des 4 livres confucéens, les Seshu, au programme des examens mandarinaux jadis, et Xi Jinping remet ce texte à l'honneur. Il le remet à l'honneur en même temps que Mencius, un autre grand auteur du corpus confucéen, dont les citations ponctuent régulièrement et même parfois inondent ses discours. Voyez par exemple dans le discours du 4 mai 2014, où je ne dénombre pas moins d'une 40aine références à Mencius. Tome 1, page 213 à 215 de la gouvernance de la Chine. Alors j'insiste, je ne suis pas en train de légitimer le socialisme à la chinoise par la beauté de ses références au confucianisme, je suis juste en train de dire qu'il y a une volonté particulière d'utiliser le confucianisme pour construire un discours original, qui n'est plus un discours opposant à la tradition et à la modernité, mais construisant une certaine représentation de la modernité sur une relecture de la tradition. C'est tout. Que ce soit bien ou pas, que ça marche ou pas, c'est l'histoire qui le dira, pas moi. Mais je constate que les philosophes des Song, par exemple, de la Renaissance des Song du X-XIIe siècle, sont mobilisés dans ces discours et des occurrences nombreuses et répétées jalonnent les discours de Xi Jinping. On a des références à Zhang Zai, aux frères Cheng, à Cheng Yi, à Wang Angshi, à Zhu Xi surtout, et à bien d'autres. On trouve tant de noms célèbres dans les discours de Xi Jinping et dans les courtes bibliographies qui accompagnent ces notes qu'on ne peut pas être frappé par
la stratégie rhétorique évidente. On pourrait ne voir dans cette exhumation d'un passé glorieux mais révolu qu'une propagande nationaliste si les sinologues ne nous apprenaient que cette tradition millénaire est justement celle d'une modernité dont on n'avait pas jusque-là suffisamment compris la signification. Et c'est là que je vous invite à relire le livre 5 du monde chinois de Jacques Gernet, qui aide en effet à comprendre ce point. Au moment où l'ouvrage s'engage dans la description de l'histoire de la dynastie Song, c'est-à-dire à une période qui recouvre les années 960-1279, donc entre le Xe et le milieu du XIIIe siècle, le titre surprend le lecteur. Jacques Gernet intitule ce chapitre « Les temps modernes ». Jacques Gernet propose une définition de la modernité, d'où l'on conclut que la tradition inaugurée par cette dynastie, perpétuée jusqu'au XXe siècle, est tout le contraire d'une arriération. Ce texte dit non seulement d'abord que le passé n'est pas mort, mais qu'on peut y découvrir ce qui fait pour nous l'actualité même du présent. De là à en conclure que ce passé est un réservoir de ressources d'une certaine pertinence politique et géopolitique pour l'actualité, il n'y a qu'un pas évidemment, et c'est ce pas que Xi Jinping a franchi, non pas contre les modernistes, mais plutôt dans une volonté de conciliation du modernisme et de la tradition. Voilà, il y a là une question géopolitique et philosophique majeure. Je vous propose de l'approfondir et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ces analyses. Belle journée à tous.